Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la planification de programmes viables de promotion de la santé. Je m'appelle Monica Nunez. Je suis spécialiste en échange de connaissances à Santé publique Ontario, SPO, et j'ai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Je m'identifie comme une colonisatrice cisgenre de race blanche. Aujourd'hui, je suis à Toronto, en Ontario, sur le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, y compris la Mississauga de Crédit, la Nation Anishinabeg, la Confédération Haudenosaunee et le peuple Wendat. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Tout d'abord, Zoom vous permet de personnaliser votre affichage. Vous pouvez le faire dans le coin droit de votre écran. Si vous avez des questions pendant la séance, veuillez utiliser la fenêtre de clavardage. Nous allons répondre aux questions à la fin de la présentation seulement, mais le clavardage a été activé pour encourager l'interactivité pendant la séance. Si vous éprouvez des problèmes techniques pendant la séance, veuillez envoyer un courriel à events@commercial.ohpp.ca. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, Andrea Bodkin. Andrea travaille en promotion de la santé et en santé publique depuis 2003. Elle met l'accent sur la conception et la mise en œuvre de programmes, la collaboration efficace et la conception de l'apprentissage. Elle est spécialiste principale en programme de promotion de la santé à SPO. Elle apporte son expertise en planification, en évaluation, en engagement communautaire, en établissement de partenariat et en facilitation auprès des bureaux de santé publique de l'Ontario. Andrea détient une maîtrise en santé publique avec spécialisation en promotion de la santé de l'Université Deakin de Melbourne, en Australie. Bienvenue, Andrea. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup d'être ici, tout le monde. Comme mentionné, je m'appelle Andrea Bodkin. Je m'identifie comme colonisatrice cisgenre blanche. J'ai beaucoup de privilèges qui influent vraiment sur ma façon de voir le monde et même de voir la recherche. Ces privilèges comprennent l'éducation, un emploi à temps plein, un logement sûr, la stabilité et toutes ces choses que tant de gens tiennent pour acquises et que tant d'autres n'ont pas. Aujourd'hui, je m'adresse à vous de chez moi, bien sûr. Je suis située à côté de la magnifique vallée Don et de la rivière Don. C'est un endroit vraiment intéressant parce qu'il y a des traces d'établissements humains dans le Don qui remontent, selon la source consultée, à entre 7 et 10 000 ans. De petits groupes de chasseurs nomades se sont d'abord établis, puis les peuples Wendat ont construit de longues maisons, suivis des Haudenosaunee qui se sont installés dans le Don. Lorsque les Haudenosaunee se sont retirés au sud du lac Ontario, les Mississauga de Crédit se sont établis dans la vallée Don. Et plus tard, ils ont été déplacés dans une réserve indienne près de Hagersville, en Ontario, où il y a encore une communauté très dynamique, comptant plus de 2500 membres des Mississauga de Crédit. Les Mississauga de Crédit ont survécu à plusieurs centaines d'années de changements et d'occupation du territoire traditionnel, de perte de culture et de traumatisme des pensionnats dans la rafle des années 60. Cette communauté continue de s'adapter et de croître pour devenir une communauté des Premières Nations résilientes. Je tiens à commencer le webinaire aujourd'hui en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à cet article. Même si je suis la première auteure et que mon nom figure en premier sur cet article publié, dont un lien est fourni dans le clavardage, Sean Hakimi est mon deuxième auteur et rien de tout cela n'aurait pu se produire sans lui. Sean a malheureusement quitté SPO, mais il poursuit ses études. Il prépare actuellement un doctorat à l'Université Queen's. Je tiens à souligner tout le travail que Sean a consacré à cet article. Nous avons aussi eu deux conseillères incroyables, Kara Watson et Rachel Laxer. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ce que l'on a fait à SPO sans saluer nos incroyables services de bibliothèque. En particulier, aujourd'hui, je tiens à remercier Monica qui anime la séance, ainsi que Lydia et Amanda pour leur sagesse technique et leur talent de gourou en coulisses. Vous êtes tous ici aujourd'hui pour en apprendre davantage sur la recherche récente qui a été menée sur la viabilité des programmes. J'espère que vous arriverez à déterminer comment vous pouvez intégrer cette recherche, non seulement dans le maintien de vos programmes, mais peut-être même dans leur planification.
J'espère que vous comprendrez ce qu'est la viabilité et pourquoi il est si important de pouvoir comprendre certaines définitions et certains cadres qui peuvent guider votre travail, et que vous en tirerez des idées sur la façon d'intégrer la viabilité dans la planification de la viabilité ainsi que dans la planification du programme. Je vais faire une courte présentation aujourd'hui, suivie d'une brève conversation avec Monica. Vous aurez ensuite l'occasion de vous réunir en petits groupes pour parler de certaines des choses que vous avez entendues et discuter de la façon dont vous pourriez les appliquer, de ce qui pourrait vous retenir et des idées que d'autres personnes pourraient avoir. Vous devriez tous avoir reçu un document pour le webinaire. Je ne partagerai pas les diapositives de la présentation. Vous verrez pourquoi tantôt. Ce sont surtout des photos. Mais le document que vous avez reçu contient tous les renseignements nécessaires sur le contenu de ce webinaire, y compris la liste de références. Et bien sûr, vous pouvez aussi consulter le matériel source, l'article qui a été publié dans BMC Public Health il y a près d'1 an. Il y a un lien à cet effet dans le clavardage. Et si vous cherchez sur Google BMC Public Health et Andrea Bodkin, vous trouverez l'article. Je sais parce que j'ai vérifié. Commençons donc par en apprendre un peu plus sur ceux d'entre vous qui sont en ligne et sur votre perception de la viabilité des programmes. Lydia va afficher quelques sondages. Veuillez indiquer ce que vous pensez ou à quel point vous pensez que le financement des programmes est important pour la viabilité des programmes. OK, super tout le monde. Vous avez déjà réussi la première partie du webinaire. C'est incroyable. Alors oui, c'est important. Mais ce n'est certainement pas la seule considération importante. Nous aborderons d'autres considérations importantes dans quelques minutes. Et nous avons une deuxième question de sondage. Voici une bonne question. Quand devriez-vous penser à planifier la viabilité de votre programme? Alors, encore une fois, super! Vous n'avez pas besoin d'être ici du tout, mais je suis heureuse que vous le soyez. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions de sondage. Bien sûr, dans un monde idéal, on vous invite à examiner la planification des programmes, à y intégrer une réflexion sur la viabilité de vos programmes dès le départ. Formidable! Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions de sondage. Commençons par la viabilité des programmes. Vous avez déjà deviné que le financement de programmes n'est qu'une infime composante de la viabilité. En 1998, Shediac, Riskala et Bone ont rédigé l'un des documents et des travaux de recherche les plus fondamentaux dans le domaine de la viabilité des programmes. Je vais me référer à leur article tout au long de mon exposé parce qu'il s'agit d'un document de base. Et si beaucoup de gens conviennent qu'il est important de poursuivre un programme au-delà de la sécurité financière, il est vraiment important de définir ce que vous essayez de maintenir. Dans leur définition, Shediac, Riskala et Bone parlent de la viabilité à 3 niveaux. Elle peut se produire au niveau individuel lorsque les bienfaits pour la santé, les changements de comportement ou les changements que vous tentez d'apporter grâce à votre programme sont maintenus au niveau individuel une fois le programme terminé. Ainsi, si vous aviez un programme de gestion du diabète, les gens continuent-ils à modifier leur comportement après la fin de votre programme? L'autre niveau auquel vous pouvez penser, c'est que les activités de programme se poursuivent au sein de la structure organisationnelle. Pensez-y au niveau organisationnel. Les activités du programme se poursuivent au sein d'une structure organisationnelle, de sorte que les buts, objectifs et approches du programme s'adaptent aux besoins changeants au fil du temps. Par exemple, il y a plusieurs années, j'ai participé à un programme intitulé Go Girls, Healthy Body, Healthy Minds, Corps sain, esprit sain. À l'origine, le programme a été conçu de manière à ce qu'après le projet pilote, l'organisation, les grands frères et grandes sœurs prennent en charge le programme. C'était il y a 16 ou 17 ans. Et en fait, les grands frères et grandes sœurs poursuivent encore ce programme aujourd'hui. Ce programme s'est donc poursuivi au niveau organisationnel. Il faut ensuite penser au niveau communautaire. Nous pouvons envisager de renforcer la capacité de la communauté à poursuivre le programme une fois que l'organisation initiale l'a terminé. L'autre chose à laquelle vous pouvez penser ici, ce sont les partenariats. Souvent, dans le domaine de la promotion de la santé, nous travaillons avec tout un groupe de partenaires communautaires. Et c'est peut-être ce partenariat que vous voulez maintenir une fois le financement du programme terminé. Au fin de l'examen systématique et de l'atelier d'aujourd'hui, ce qu'on examine vraiment, c'est le deuxième niveau, le niveau organisationnel.
Le programme se poursuit soit au sein de l'organisation hôte ou de l'organisation fondatrice, soit au sein d'une autre structure organisationnelle. Et il est si important d'en parler parce que tous les programmes ne sont pas maintenus, comme chacun d'entre vous peut probablement en témoigner. Quiconque travaille en promotion de la santé et de la santé publique depuis plus de 5 ans a probablement vu des programmes être lancés et disparaître. Et même si ce n'était pas l'objet de notre recherche, nous avons trouvé quelques références qui parlaient du nombre de programmes qui ont été maintenus dans les 2 ans suivant la fin du financement ou le retrait du financement. Un article mentionnait que 40 à 60 des programmes ne durent pas. L'autre indiquait que 40 à 60 des programmes durent. Ainsi, en réalité, entre 40 et 60 des programmes ne survivent pas après 2 ans de financement. Maintenant, ne prenez pas ce chiffre au pied de la lettre, parce que ce n'était pas l'objet de notre article. Mais ça vous donne une idée de la fréquence à laquelle ces programmes prennent fin prématurément. Ceci est très important, et cette citation que j'adore l'illustre bien. Les programmes de santé publique ne peuvent offrir les avantages visés que s'ils sont pleinement mis en œuvre, s'ils atteignent la maturité et si ces activités sont maintenues au fil du temps. Et c'est important, car comme vous l'avez probablement constaté dans votre pratique, il y a des risques. Il peut y avoir des préjudices réels à ne pas maintenir notre programme. Par exemple, la maladie que le programme était censé traiter ou le comportement que le programme devait changer pourrait demeurer ou se reproduire. Nous pouvons aussi gaspiller d'énormes ressources, et pas seulement des ressources financières. Il peut s'agir de ressources humaines, de capacités communautaires et de relations de confiance, d'espace, de toutes sortes de choses qui peuvent être gaspillées si nos programmes ne sont pas maintenus. Et puis, bien sûr, il y a la perte du soutien communautaire. Et lorsqu'on regarde les communautés marginalisées ou vulnérables, il peut y avoir des préjudices particuliers. Nous avons inclus dans l'examen un article de Weisner et collègues dont je parlerai dans un instant. Et c'est une étude très intéressante qui portait sur les programmes d'éducation en santé dans les communautés des Premières Nations au Canada. Et les chercheurs ont constaté que, très souvent, ces programmes sont aussi financés et hébergés par des universités ou d'autres organisations, et s'ils prennent fin brusquement ou s'ils sont interrompus de façon inappropriée, cela peut vraiment diminuer le soutien et la confiance des communautés qui ont tendance à ne pas avoir de relation de confiance avec les grandes organisations ou les institutions universitaires. Parfois, lorsque le financement prend fin, ces établissements quittent la communauté. Ainsi, non seulement le programme prend fin, mais la relation et la confiance établie prennent fin et cela peut avoir une incidence sur les programmes futurs. J'ai mentionné l'examen systématique. Je vais vous en parler un peu. Nous avons commencé cet examen il y a quelques années. Ça fait déjà longtemps. Et il a été publié l'automne dernier dans BMC Public Health. Comme vous l'avez probablement deviné, je suis plutôt passionnée à l'idée de faire réfléchir les gens à la façon dont nous pouvons empêcher ces programmes de disparaître. Comment pouvons-nous maintenir ces résultats, la confiance de la communauté et toutes les choses que nous essayons de faire? Ce sujet m'intéressait tellement que lorsque je suis arrivée à SPO et que j'ai vu toutes ces ressources et ces gens extraordinaires, j'ai décidé de faire un examen systématique. Notre question de recherche portait sur les obstacles et les facilitateurs qui peuvent influencer la viabilité des programmes de promotion de la santé. En particulier, nous nous intéressons aux facteurs qui pourraient être pris en considération au cours du processus de planification du programme. Nous avons donc procédé à un examen systématique. C'était mon tout premier, et si vous n'en avez jamais fait, je vous le recommande fortement, c'était super amusant. Bien sûr, on a élaboré des critères d'inclusion et d'exclusion. On a examiné des articles publiés en anglais sur une très longue période, soit 21 ans, afin de pouvoir examiner les résultats immédiats de l'article de 1998 de Shedia Kriskala et Bone, dont j'ai parlé tantôt.
On a ciblé des études qui portaient sur la viabilité d'un programme de promotion de la santé. On a utilisé la définition d'un programme tirée du modèle de planification des programmes de SPO. J'en parlerai tantôt. On a examiné des études qui faisaient explicitement référence à une refonte du cadre de viabilité et qui définissaient la viabilité. Des études qui portaient précisément sur les facilitateurs ou les obstacles à la viabilité d'un programme. Et bien sûr, on a aussi examiné les synonymes de ces deux mots. On a inclus des études de synthèse et des études primaires, et on a aussi examiné la littérature grise, particulièrement en ce qui concerne les facilitateurs et les obstacles à la viabilité du programme. On n'a pas inclus des articles sur le développement durable, la viabilité des systèmes de santé ou des systèmes alimentaires, la viabilité environnementale, tout ce qui est axé sur la durabilité des organisations, des systèmes ou des secteurs, ni les programmes se déroulant en milieu clinique ou hospitalier, parce qu'on voulait vraiment qu'ils s'appliquent au travail des responsables de la santé publique dans la province. Et tout ce qui était axé sur la viabilité d'un partenariat ou d'une coalition, sans mettre l'accent sur la prestation des programmes. Vous pouvez consulter nos critères d'inclusion et d'exclusion, et en fait, notre section très complète sur les méthodes utilisées dans notre article grâce à Sean. J'aimerais vous montrer ce petit diagramme Prisma. Nous avions deux stratégies de recherche. Nous avons examiné la littérature grise et évalué la qualité de tout le texte intégral. Nous avons élaboré une série de questions d'évaluation de la qualité pour la littérature grise parce que nous voulions nous assurer que la littérature grise était aussi de bonne qualité. Nous avons fini par inclure 16 études. Sean et moi avons fait l'extraction de données, puis nous avons utilisé une analyse thématique déductive pour repérer des points communs dans ces 16 études et les comparer. Nous avons ensuite utilisé un excellent cadre de travail de Carroll et collègues appelé Cadre le mieux adapté. Il s'agit d'une méthodologie de synthèse. Nous avons codé les données à l'aide d'un cadre a priori, donc d'un cadre déjà conçu dont je parlerai plus en détail tantôt. Comme mentionné, il y a une section très détaillée sur la méthode dans notre article. Alors, nous avons inclus 16 études. 6 d'entre elles étaient des examens systématiques de la littérature. 7 d'entre elles étaient des études primaires. Nous avions 2 cahiers de travail et un cadre de viabilité. Et dans l'ensemble de ces 16 articles, il y avait beaucoup de résultats ciblés différents. Il y avait une étude sur un programme de lutte contre le diabète et des programmes de prévention de l'obésité, de l'insécurité alimentaire, de la prévention des chutes, de la santé des adolescents et de l'asthme. D'autres articles examinaient la viabilité des programmes d'éducation et de recherche en santé dans les communautés autochtones du Canada. C'est l'article de Weisner mentionné tantôt, et dans les communautés défavorisées, et la santé mentale que l'on trouve dans les organisations sportives. Et bien que nous ayons examiné les obstacles et les facilitateurs qui nuisent à la viabilité des programmes, nous voulions aussi examiner les résultats des définitions et des cadres. Nous avons commencé par examiner la définition. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les articles que nous avons inclus, et bon nombre de ceux que nous n'avons pas inclus, indiquaient que beaucoup de gens n'ont pas de définition de la viabilité. Nous utilisons parfois ce mot. Nous voulons la viabilité, nous voulons maintenir notre programme, mais nous n'avons pas toujours une idée de ce que ça signifie. Comme beaucoup d'autres personnes, nous avons utilisé pour notre article la définition de Shedia Kriskala et Bone, la viabilité au niveau individuel, organisationnel ou communautaire. Nous avons aussi examiné les cadres. Tous les articles comportaient des cadres, bien sûr, parce que c'était un critère d'inclusion. Et sur les 16 articles, il y avait 13 cadres uniques. Il y a une liste de ces cadres dans l'article de BMC si ça vous intéresse. Après avoir examiné ces définitions et ces cadres, nous avons commencé à examiner les obstacles et les facilitateurs de la viabilité des programmes. Notre extraction de données a révélé 83 obstacles, des choses qui rendent la viabilité des programmes plus difficile, et 191 facilitateurs, des choses qui favorisent la viabilité des programmes. Nous avons ensuite appliqué un cadre a priori. Nous avons utilisé un cadre de Shell et collègues. Il comporte 9 domaines liés à la viabilité des programmes.
Cet article a servi de base à l'outil d'évaluation de la viabilité des programmes, en anglais, l'outil PSAT, qui est très couramment utilisé en santé publique. Nous avons toutefois constaté qu'il y avait beaucoup d'obstacles et de facilitateurs qui ne cadraient pas avec ces 9 domaines. Nous avons donc créé 5 nouvelles catégories pour arriver à un total de 14 et nous les avons qualifiées de facteurs. Nous avons vraiment essayé de trouver le meilleur terme à utiliser pour parler de ces choses qui influent sur la viabilité et nous avons seulement trouvé le mot « facteur ». Nous avons donc 14 facteurs pour la viabilité des programmes. Ensuite, nous avons examiné la fréquence, l'importance et la pertinence pour essayer de pondérer ces facteurs. Quels sont ceux qui ont le plus d'influence? La fréquence a été définie comme étant le nombre de fois où ce facteur était mentionné dans la littérature. L'importance a été mesurée selon ce qu'en disait l'étude. Ce facteur particulier, cet obstacle ou ce facilitateur était très important, était le plus important, avait un degré élevé d'influence, etc. Le dernier facteur, la pertinence, a été mesuré en comparant notre liste de 14 facteurs avec les 6 étapes de SPO pour planifier le cadre des programmes de promotion de la santé et en examinant combien de ces facteurs figuraient dans le cadre de planification des programmes. Et c'est ainsi que nous avons déterminé la pertinence. Nous avons donc établi un total de 14 facteurs. Et vous trouverez, dans le document qui vous a été remis, une liste de ces 14 facteurs avec une courte définition de chacun. Monica, je pense que vous avez des questions sur cet article. Merci. Voici ma première question. Si le planificateur d'un programme de promotion de la santé vous demandait de condenser la conclusion de votre examen en 3 points à intégrer dans sa pratique, quels lui diriez-vous? C'est une excellente question. Sean et moi y avons passé beaucoup de temps parce que notre article, bien sûr, nous pensons que c'est fascinant, mais il est aussi extrêmement long et complet. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que cette recherche signifie réellement pour la pratique de la santé publique, pour les promoteurs de la santé qui planifient, et nous avons 3 messages principaux. Et j'ai déjà parlé de tous ces points, et je vais continuer à en parler pendant le reste de ce webinaire. La première chose, c'est de bien cerner ce que vous essayez de maintenir. Essayez-vous de maintenir le changement de comportement ou la résolution du problème de santé ou les effets de la politique que vous mettez en œuvre? Donc, au niveau individuel, essayez-vous de maintenir l'ensemble ou une partie du programme au sein d'une structure organisationnelle, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre? Ou est-ce quelque chose que vous faites au niveau communautaire? Essayez-vous de maintenir la capacité de la communauté ou la capacité du partenariat à prendre en charge ce programme? Je sais que ces catégories sont très vastes. Et lorsque vous examinerez votre programme de promotion de la santé, vous serez en mesure de trouver quelque chose d'un peu plus précis. Qu'est-ce que vous voulez maintenir? Encore une fois, pour revenir à ce que disent les articles, beaucoup de gens n'ont pas de définition de la viabilité. Et c'est la deuxième chose, c'est d'élaborer la définition ou d'adapter une définition existante parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, cela pourrait devoir être très spécifique à votre programme. Par exemple, l'article qui portait sur les changements dans l'obésité avait une définition très précise de la viabilité parce que les chercheurs voulaient que les gens restent dans une plage de la perte de poids particulière 6 mois, 12 mois, 18 mois après le programme. Vous devrez donc peut-être trouver une définition très spécifique à votre programme. La troisième chose, c'est qu'il faut vraiment réfléchir au processus de planification du programme et d'y intégrer autant de ces facteurs que possible, tout en reconnaissant que bon nombre d'entre eux sont déjà dans les cadres actuels. Fantastique. Les résultats de votre examen vous ont-ils surpris? Si oui, comment ces résultats vous amèneraient-ils à modifier ou à adapter la façon dont vous appuyez la planification des programmes de promotion de la santé?
Ce qui m'a le plus surprise, c'est que je n'ai pas été surprise. Si vous m'aviez demandé d'écrire 14 choses qui influencent la planification des programmes, la viabilité des programmes, j'aurais probablement pu écrire la plupart de ces choses. En fait, à l'origine, ce webinaire devait être un atelier thématique sur le thème de 2020 à l'époque où ces choses étaient possibles. Et dans l'atelier, j'allais demander aux gens de noter 14 choses, puis de les comparer à la liste et de voir combien sont transférées, parce qu'on penserait vraiment à beaucoup de ces choses. Nous devons nous assurer d'avoir la capacité organisationnelle, le personnel, les ressources, les espaces physiques dont nous avons besoin, ainsi qu'une planification adéquate et veiller à ce qu'il y ait une concordance et une harmonisation entre le programme et la communauté que nous essayons de rejoindre. L'une des choses qui nous ont surpris, Sean et moi, c'est que certains des éléments mentionnés très souvent dans la littérature ne figuraient pas dans les cadres de viabilité précédents. Dans ce petit tableau ici, les astérisques représentent les facteurs qui ne figuraient pas dans le cadre a priori de Shell et collègues. Vous pouvez voir « champion communautaire ». C'était un facteur important. Presque tous les articles ont mentionné à quel point il est important d'avoir un champion. Il s'agit parfois d'un dirigeant politique, parfois d'une personne de l'organisation, parfois d'un groupe communautaire. Parfois, ce sont des influenceurs communautaires. Un imam, un prêtre, un groupe de maires qui se font les champions du programme. C'est l'une des choses qui m'a un peu surprise. L'autre chose, et Eileen l'a déjà mentionné dans le clavardage, c'est que la mise en œuvre du programme est vraiment importante. Parce que si votre programme n'est pas mis en œuvre correctement, vous ne serez pas en mesure de dire s'il est efficace, et si vous ne savez pas s'il est efficace, vous ne savez pas s'il devrait être maintenu. Et cela m'amène à un autre point. Je pense que souvent, nous supposons simplement que notre travail doit être maintenu. Et je ne pense pas que nous devrions toujours le supposer. Le programme n'a peut-être pas obtenu les résultats escomptés, et peut-être qu'il les a obtenus et que c'était tellement merveilleux qu'il n'est plus du tout nécessaire. Par exemple, allons-nous vraiment avoir besoin de beaucoup de programmes de lavage des mains après la COVID-19? Je crois que beaucoup d'entre nous comprennent le message. Et parfois, il y a simplement quelque chose qui ne fonctionne pas dans le programme, ou le moment du contexte a changé ou quelque chose du genre. Alors, je pense qu'on ne veut jamais présumer que nos programmes ou que tous les programmes devraient être maintenus. Merci, Andrea. Nous avons beaucoup appris sur ce qu'il faut inclure dans le cadre de la viabilité. Mais d'après ce que vous avez appris de cet examen, quelles sont les lacunes les plus importantes dans le modèle de planification actuel? Eh bien, Monica, votre question peut me permettre de passer à ma prochaine diapositive. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons analysé les facteurs de ce que nous avons appelé la pertinence. Et nous avons utilisé le modèle de planification de programme en 6 étapes de SPO. Vous le voyez du côté gauche de votre écran. Et du côté droit, j'ai essayé d'insérer les 14 facteurs. Certains d'entre eux figurent déjà dans le modèle de planification de programme. Parfois, c'est assez implicite et j'aimerais vraiment que les gens le rendent aussi explicite que possible. Par exemple, à la première étape, gérer le processus de planification, tous les modèles de planification de programme vous demanderont de déterminer qui devrait être impliqué. Devrait-il y avoir des intervenants, des groupes communautaires, d'autres organisations, des gens qui s'opposent au changement de comportement ou au risque de maladie que vous examinez? Faites-les participer au programme afin de les y rallier. Mais il n'est pas nécessairement question d'établir un partenariat officiel. Il faudrait peut-être utiliser un autre cadre pour vous aider à établir des partenariats qui vous permettraient non seulement de passer par le modèle de planification du programme et la phase de mise en œuvre, mais qui vous aideraient aussi à le maintenir. Je pense donc que le plus important est de rendre beaucoup de ces choses explicites. Et en bas, à droite de votre écran, vous voyez que la mise en œuvre du programme, comme l'a dit Eileen, et l'adaptation du programme sont des choses qui font vraiment partie de la phase qui suit la planification de votre programme.
Assurez-vous que votre programme est entièrement mis en œuvre et qu'il peut s'adapter à des circonstances qui évoluent. Le contexte a peut-être changé, le comportement a peut-être légèrement changé et vous devez adapter le programme. Peut-être devez-vous adapter le programme à une autre population ou à une autre communauté. C'est donc aussi quelque chose à prendre en compte. D'accord, merci Monica. Et voilà, c'était des questions difficiles. Nous allons maintenant vous céder la parole, à vous, l'auditoire, pour que vous réfléchissiez à certaines questions. Nous allons vous mettre en petits groupes. Vous aurez une dizaine de minutes, en groupe de 5 ou 6 personnes. Je crois que c'est ça que nous avons décidé, Lydia. Nous avons des questions de discussion. En raison de la technologie Zoom, nous ne pouvons pas afficher ces questions dans vos salles de discussion. Si vous aimez écrire les choses, vous voudrez peut-être les noter. Elles figurent aussi dans le courriel que Lydia vous a envoyé hier. Et votre conversation pourrait prendre une direction légèrement différente, et c'est tout à fait correct. Nous avons simplement voulu vous donner quelques pistes de réflexion. Dans le document que vous avez reçu, si vous examinez ces 14 facteurs et leurs définitions individuelles, lesquels de ces facteurs avez-vous déjà mentionné explicitement dans votre processus de planification des programmes, sachant que ce n'est pas tout le monde qui utilise le modèle de SPO, même si j'espère que beaucoup d'entre vous le font. Quels facteurs prenez-vous déjà en considération? Y a-t-il d'autres facteurs que vous pourriez prendre en considération à l'avenir? Y en a-t-il que vous n'utilisez pas actuellement et auxquels vous aimeriez réfléchir? Et comment pourriez-vous les mettre en œuvre? L'un des facteurs que j'encourage fortement, c'est l'idée d'avoir un champion. Comment pourriez-vous le faire dans le programme particulier que vous examinez? Et quels facteurs pourraient être les plus difficiles? Pour lesquels pensez-vous? Oh, Andrea, je ne pourrai jamais faire ça. Y a-t-il des moyens pour vous d'atténuer ça? Et peut-être que d'autres membres de votre groupe ont des suggestions. Alors, nous allons vous donner un peu de temps libre. Vous pouvez examiner ces 3 questions ou avoir une discussion libre. Pensez à ces 14 facteurs, aux définitions de la viabilité des cadres. Comment pourriez-vous les intégrer à vos processus de planification des programmes? Je me tourne vers Lydia, qui va faire de la magie avec les petits groupes. Il y aura un compte à rebours dans vos petits groupes et par la suite, vous reviendrez dans cette salle de réunion principale et nous répondrons à quelques questions et ferons d'autres choses amusantes pour conclure. J'espère que vous avez aimé parler à d'autres personnes et peut-être voir des visages différents. D'après ma propre expérience, il est agréable de parler à de nouvelles personnes de temps à autre. Nous avons peut-être un peu de temps pour vous permettre de partager votre discussion dans le clavardage et vos questions en particulier. Nous allons passer à la période de questions dans quelques minutes. Pour l'instant, nous avons une excellente question. Vous avez le temps d'ajouter d'autres questions dans le clavardage. Alors, bon. Commençons à conclure la séance. Nous avons un peu triché parce que Monica m'a posé cette question il n'y a pas si longtemps lorsqu'elle me questionnait sur les résultats de l'article. Nous voulions vous donner une bonne idée de certaines de vos prochaines étapes possibles, de la façon dont vous pourriez intégrer une partie de cette recherche dans votre pratique. Comme je l'ai mentionné, Sean et moi avons beaucoup réfléchi à 3 choses en fonction de ce que nous avons trouvé dans la littérature. Premièrement, il faut être très explicite sur ce que vous voulez maintenir. Est-ce quelque chose au niveau individuel, organisationnel ou communautaire? Est-ce un aspect particulier du programme qui a vraiment bien fonctionné? Est-ce un partenariat particulier que vous voulez maintenir? Vous n'êtes pas obligé de tout maintenir, alors réfléchissez à ce que vous voulez continuer. Deuxièmement, il faut choisir, créer ou adapter une définition de la viabilité. Qu'est-ce que cela signifie spécifiquement pour votre programme? Et de choisir ou adapter un cadre ou un modèle. Comme je l'ai mentionné, nous avions 13 cadres uniques dans les études que nous avons incluses dans l'article. Ils sont tous répertoriés dans l'article et fournissent d'excellents conseils. Troisièmement, vous devez planifier votre programme de promotion de la santé en tenant compte de la viabilité. Je vais passer directement à l'excellente question de Nicole. La voici.
Devons-nous intégrer ces 14 facteurs dans la planification de nos programmes? Ça en fait beaucoup. C'est une excellente question, Nicole. Et l'une des raisons pour lesquelles Sean et moi avons analysé tous les facteurs que nous avons trouvés par fréquence, pertinence et importance, c'était pour avoir un sens du poids. Certains facteurs étaient-ils plus importants que d'autres? Si vous ne pouvez en faire que quelques-uns, lesquels choisir? Dans l'article, nous les avons mis en ordre et nous avons réparti les facteurs en 3 niveaux. Au premier niveau, ce sont les facteurs qui semblent avoir le plus d'influence. Ce sont la capacité organisationnelle, les partenariats, la planification stratégique, le financement, bien sûr, la concordance et l'harmonisation, l'évaluation des programmes, le renforcement des capacités et le fait d'avoir un champion. Cela vous donne une idée de la façon dont vous pourriez prioriser les 14 facteurs parce que vous ne pourrez peut-être pas les aborder tous. Il y en a peut-être aussi qui sont plus ou moins pertinents selon le genre de programme que vous offrez. Ainsi, si vous mettez en œuvre un programme qui implique fortement des partenariats communautaires, c'est-à-dire des relations avec la communauté ou avec d'autres organisations, vous devrez possiblement mettre beaucoup plus l'accent sur cet aspect. Si vous menez une étude ou un programme pilote qui est fortement lié à l'évaluation, vous voudrez peut-être mettre davantage l'accent sur les indicateurs que vous pouvez facilement mesurer et communiquer clairement. J'espère que cela répond à votre question. Monica, y en a-t-il d'autres? Oui, nous avons d'autres questions. Il y a aussi quelques interventions pour faire part des commentaires pendant la séance de discussion. Voulez-vous les entendre d'abord? Oui, ce serait super. D'abord, Eileen a mentionné, nous avons identifié le roulement du personnel comme un obstacle à la viabilité. Oui. Même si nous avions 14 grands paniers, dans chacun de ces paniers, il y avait des sous-détails et vous trouverez cela dans l'article. Le roulement du personnel était énorme et je pense que c'était dans le panier de la capacité organisationnelle. Eileen, vous avez frappé en plein dans le mille. Le roulement du personnel est un facteur important. Voici un commentaire de salle de discussion. L'un de nos principaux défis était de définir la viabilité et ses valeurs dans l'organisation et de la rendre significative pour les utilisateurs du programme. Oui, et je crois qu'il est important de faire une distinction, Rachel, et je ne sais pas si cela s'applique ou non, mais la viabilité organisationnelle et la viabilité des programmes sont un peu différentes. Une organisation peut avoir des priorités pour assurer sa viabilité qui diffèrent de celles d'un programme. Par exemple, lorsqu'on envisage la viabilité de l'organisation, le conseil d'administration doit être fortement impliqué. Vous avez besoin d'un tout autre niveau de pensée, d'action et de recherche que lorsque vous examinez le niveau du programme. Mais s'il y a vraiment un grand fossé entre l'organisation et son programme, vous voudrez peut-être examiner certains des résultats concernant le facteur de concordance et d'harmonisation parce que ce facteur peut signifier plusieurs choses différentes. Par exemple, vous devez vous assurer que la communauté à laquelle vous destinez le programme le veut vraiment et que le programme répond à un besoin et qu'il comble une lacune. De plus, vous devez vraiment vous assurer qu'il y a une harmonisation entre le mandat du programme, son objectif et le mandat de l'organisation. Parce que nous voyons que, parfois, c'est très tentant. Quelqu'un vous offre de l'argent pour un programme et vous dites « Je vais prendre l'argent, je dois maintenir mon organisation. » Mais si le programme ne s'harmonise pas avec les valeurs, le mandat, la mission et la vision de l'organisation, ce sera vraiment difficile. Et à un moment donné, cette organisation pourrait devoir prendre des décisions assez difficiles. Par exemple, « Non, nous ne sommes pas les bonnes personnes pour ce programme. Nous devons chercher quelqu'un d'autre. » Ce qui pourrait bien fonctionner. Ou vous pourriez ne trouver personne d'autre et le programme n'est pas maintenu. J'espère que cela répond à votre question, Rachel. Mais je pense que c'est une chose très importante à examiner. Merci, Andrea. Une dernière réflexion sortant de salle de discussion, puis une autre question pour vous. Tout d'abord, la réflexion. Nous avons parlé de l'adaptation du programme en cas de pandémie ou d'un autre événement imprévu et de la façon dont les valeurs divergentes peuvent influer sur le partenariat et l'engagement. Oui,
Et je pense que la pandémie nous a donné, je veux dire, nous avons publié cet article avant la pandémie, pour ceux qui se rappellent comment c'était avant la pandémie. Mais je pense que la pandémie nous a vraiment montré comment nous pouvons nous adapter. Nous faisons tous des choses en ligne. Certaines choses fonctionnent bien, d'autres non. Beaucoup de gens ont vraiment réfléchi de façon critique à la façon dont ils gèrent leurs programmes et les ont adaptés pour les rendre plus viables en les mettant en ligne. Et je pense que votre commentaire a une deuxième partie, Marie, à savoir que les facteurs sont semblables à ceux que l'on retrouve dans un cadre d'évaluation des risques. C'est vraiment intéressant, je n'y avais pas pensé. Mais maintenant que vous le dites, je pense que la viabilité des programmes ou son absence peut représenter un risque énorme pour une organisation. J'ai parlé du risque de ne pas maintenir les programmes, mais c'était plutôt au niveau de l'incidence sur la communauté, alors que vous pensez vraiment aux risques organisationnels, peut-être aux ressources, à la réputation, etc. C'est vraiment intéressant. J'adore cette idée. Et une question, Andrea. Dans la définition, l'harmonisation entre le programme de promotion de la santé et le mandat et les activités de base de l'organisation, le mot organisation fait-il référence à l'organisation qui exécute le programme de promotion de la santé ou aux organisations partenaires potentielles? Oui, toutes ces choses. Il y a certainement un lien entre l'organisation hôte et le programme. Nous en avons parlé avec le Point de Rachel et avec des partenaires potentiels. J'ai fait beaucoup de travail dans le développement de partenariats et de coalitions, et c'est l'une des choses que vous trouverez aussi dans tout cadre de développement de partenariat. Ils utilisent peut-être des mots différents, mais simplement pour reprendre la terminologie utilisée dans cet article, il s'agit de s'assurer qu'il y a concordance et harmonisation entre le mandat du programme ou le mandat du partenariat et le mandat de l'organisation. Parce que sans cette concordance et cet alignement, à un moment donné, vous pourriez avoir beaucoup de difficultés. Il peut être évident tout de suite que les partenaires sont tous d'accord. Si ma priorité est l'activité physique et que vous me demandez de me joindre à la coalition sur le tabac, je vais venir et je vais faire de mon mieux, mais je n'ai peut-être pas le niveau d'engagement et d'enthousiasme que j'aurais pour un programme d'activité physique et vice-versa. Je pense qu'il faut veiller à ce qu'il y ait concordance et harmonisation avec toutes les parties impliquées dans le programme, l'organisation, les partenaires, la communauté, les bailleurs de fonds, etc. Excellente question. Nicole a commenté 6+. Oh! Wow! Nicole, n'hésitez pas à nous en dire plus ou à nous faire part de tout autre contexte. Peut-être qu'elle nous donne une note sur 5, Monica. C'est peut-être ainsi que je l'interprète. J'aime ça. D'accord. Un autre commentaire de groupe de discussion. Liana écrit: Nous avons parlé de l'évaluation des programmes et de la capacité d'évaluer les résultats, les cibles et la faisabilité de poursuivre le programme avec un retour sur investissement à long terme. C'est souvent difficile lorsque des concepts comme le bonheur ne peuvent pas être mesurés directement comme le poids. Oui, c'est une excellente question. Et si vous consultez la section sur l'évaluation dans l'article, je m'y rends tout de suite parce que je veux l'avoir devant moi. Il ne s'agit pas seulement de se demander si on mesure les bonnes choses et si on peut les mesurer. C'est aussi une question de communication. Il y a deux éléments liés. L'un concerne l'incidence sur la santé publique. Il s'agit de pouvoir démontrer clairement l'incidence des programmes sur la santé publique, que les avantages du programme étaient clairs et que l'on comprenait clairement la nécessité du programme. Vous pourriez l'interpréter en ce sens. Et vous pourriez aussi l'interpréter dans le genre d'indicateur, le cadre d'évaluation. C'est une question interreliée entre la planification des programmes, la planification de la viabilité et la planification de l'évaluation. Parce que je pense que nous avons souvent des choses que nous aimerions pouvoir mesurer,
puis des choses qui sont vraiment difficiles à mesurer. Et je pense que c'est la citation d'Einstein qu'il dit si bien, mais je me trompe peut-être d'auteur, alors dites-moi si vous la connaissez. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est une chose très intéressante à laquelle il faut réfléchir. J'adore ce commentaire et je vous remercie de l'avoir fait. Et Catherine vient d'ajouter un commentaire. Ils ont aussi parlé de la façon dont plusieurs de ces facteurs sont inclus dans le financement de nos programmes, mais plutôt du point de vue de la réussite actuelle de la mise en œuvre. Cela m'a aussi traversé l'esprit pendant votre présentation, Andrea. Oui, je pense que c'est un très bon point. Est-ce que même si les facteurs sont inclus, la lentille pourrait être légèrement différente? Merci d'avoir soulevé ce point. C'est un très bon point. Si d'autres ont des questions ou des réflexions supplémentaires qui proviennent de votre salle de discussion, n'hésitez pas à les taper dans le clavardage. Il nous reste encore quelques minutes. Mais sinon, merci beaucoup de votre participation jusqu'à présent pour lancer la conversation. Oui, ça a été formidable. Et j'aimerais ajouter que l'une des choses qui m'intéresse vraiment, c'est de réfléchir au modèle de planification de programme en 6 étapes de SPO et à la façon dont il pourrait être adapté ou évoluer pour rendre certains de ces facteurs de viabilité plus explicites dans le modèle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en discuter ou si vous avez des idées, je vous encourage à communiquer avec moi. Vous pouvez me trouver sur Twitter @Andrea Botkin et mon adresse électronique est andrea.botkin@oahpp.ca. Bon, continuez à poser vos questions au cas où il nous reste quelques minutes. Je tiens à remercier plusieurs personnes, Sean, Kara, la bibliothèque et Rachel Laxer, comme j'ai mentionné, le co-auteur, les fantastiques services de bibliothèque et les conseillers sur cet article. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Monica d'avoir animé le webinaire, ainsi que Lydia et Amanda de s'être occupées de la technologie Zoom. Et surtout, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est fantastique de voir autant de gens. N'hésitez pas à me contacter. Merci, Andrea. Alors que nous terminons le webinaire d'aujourd'hui, je tiens à remercier Andrea de sa présentation, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à la séance d'aujourd'hui. C'est formidable de voir une aussi forte participation virtuelle, même en cette période difficile. Pour accéder aux présentations précédentes et voir la prochaine séance confirmée, y compris une reprise de la séance à guichet fermé d'aujourd'hui, veuillez consulter le site Web de SPO. Rendez-vous à Formations et événements pour plus d'informations. Enfin, vous recevrez sous peu le bref sondage anonyme pour le webinaire d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider afin d'améliorer notre programmation et sa viabilité. Merci tout le monde.